Aujourd'hui dans VIP, j'ai le plaisir de recevoir une jolie actrice dans tous les sens du terme. Physiquement, vous vous en rendrez compte dans quelques secondes, mais aussi jolie au sens où c'est une belle actrice, disons-le, qui joue des rôles qu'elle choisit minutieusement et qu'elle sait vraiment investir. Vous allez très vite comprendre de quoi je parle et de qui je parle. J'ai le plaisir de recevoir Sylvie Testu dans VIP. Bonjour Sylvie. Bonjour. Ça ne va pas vous mettre très à l'aise cette histoire de jolie actrice, j'imagine. Mais je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je trouve que vous êtes une actrice un petit peu à part dans le paysage français, de par les rôles que vous choisissez et la manière dont vous les investissez. J'ai l'impression que vous faites un peu les choses sans calcul. Là où d'autres gens vont peut-être être un petit peu plus calculateurs sur le nom du réal, sur est-ce que l'histoire fera un blockbuster ou pas, etc. Oui, c'est-à-dire que j'ai pas d'ambition à long terme. C'est-à-dire que je réagis vraiment comme je le sens. S'il y a un personnage, j'ai envie de le faire, alors je le ferai. Et même si on me dit, oh là là, je pense que tu feras pas beaucoup d'entrées avec celui-ci, il vaudrait mieux faire celui-là. Voilà, je le fais à l'instinct. Et avec ce que j'ai envie d'éprouver moi, ce que j'ai pas déjà fait. Parce que c'est compliqué aussi, plus les années passent et plus vous avez expérimenté de personnages. Et de pas se répéter, c'est compliqué. Alors surtout que vous avez démarré assez tôt, puis ça vous a réussi finalement assez tôt. Le cinéma, il y a tout de suite eu des prix qui sont venus vous couronner. On vous a tout de suite un peu fait sortir du lot. Moi, je me souviens vous avoir vu dans un film qui s'appelle Stupeur et Tremblement, qui était issu d'un livre d'Amélie Nothomb. Vous avez eu un César pour ce film-là. Un film d'Alain Corneau. Et je tiens à parler de ce film parce que Alain Corneau était venu dans cette émission peu de temps avant son décès. Et j'avais trouvé cet homme, mais délicieux, charmant, adorable. J'étais triste quand il nous a quittés. Et je pense que c'est un peu le souvenir que vous gardez de lui aussi. Oui, Alain Corneau, il était, enfin, pour le coup, là, vraiment à part, parce que il était l'inverse de tout ce qu'on peut imaginer quand on imagine le cinéma, quand on imagine un patron sur un plateau, c'est-à-dire un réalisateur aussi chevronné qu'il l'était, parce que quand même, c'est des films sublimes qu'il a fait. Et d'abord, moi, j'étais très angoissée quand il m'a proposé de faire le film, parce que j'avais peur de le décevoir. Il y a toujours un peu de ça. Je comprends. Et en fait, j'avais des fous rires parce que je devais apprendre le japonais et j'étais épuisée. Et vous savez, quand vous êtes tendu, vous êtes épuisé, soit vous pleurez, ce qui est rarement mon cas, je pleure assez peu, soit vous vous éclatez de rire, mais c'est de tension nerveuse, quoi. Oui, comme quand on éclate de rire à un enterrement, c'est un peu le même principe. Et absolument. Voilà. Et je me souviens très bien d'une fois où il est venu me voir, il me dit « t'as rien à me prouver ». Il y a peu de gens qui ont cette générosité-là, de dire « je t'ai choisi, pour ce que t'es, je te prends ». Et je prendrai les défauts qui vont avec. Et ben c'est pour ça que je parle d'Alain Corneau et que je le relie à vous. Parce que je trouve que vous êtes aussi un peu à part. Vous avez tout de suite dit, c'est vraiment quelqu'un à part dans ce milieu-là. Et je trouve que vous êtes aussi un peu à part pour avoir pas mal suivi votre carrière et du côté cinéma. Et puis aussi du côté littérature, parce qu'on a des actrices qui chantent. Alors ça, c'est toujours plus ou moins heureux. Et puis on a des acteurs comme Denis Podalides, comme Philippe Torreton, ou des actrices comme vous qui écrivent. Et ça peut être un beat total ou ça peut être très surprenant et se dire mince. Alors déjà qu'il a le talent pour jouer, en plus il a le talent pour écrire. C'est un peu énervant même. Mais je pense c'est que joli. C'est une démarche, je pense. Merci en tout cas pour tous ces compliments. Mais je pense que c'est une démarche. C'est-à-dire que quand vous avez envie de raconter une histoire, d'investir un sentiment et de vraiment parler de l'humanité qui vous habite, que ce soit par l'interprétation ou l'écriture, quoi qu'il arrive, vous allez suivre une logique sentimentale, une logique vraiment d'émotion qui va faire que l'histoire va se raconter. Et je pense que presque tous les acteurs, si jamais ils mettaient le temps pour l'écrire et ça, pourraient écrire aussi. Parce qu'à force, c'est-à-dire qu'à force d'entrer, vous fêtes de la psychologie toute la journée en fait quand vous êtes acteur. Oui, en investissant un rôle, bien entendu. En investissant un rôle, vous penchez sur les faiblesses, ce qu'il y a de bien chez quelqu'un. Vous prenez leurs problèmes ou leurs avantages et vous découvrez que vous en avez une part. Parce que vous n'inventez pas de toute façon les sentiments. Donc vous les éprouvez et tout ça fait que vous vous enrichissez au fur et à mesure. Il faut bien que ça ressorte d'une manière ou d'une autre. Et quand vous écrivez, c'est pour ça que ça ne m'est pas douloureux, moi, d'écrire. On me pose souvent la question, on me dit « Ah, mais comment tu fais ?» L'un et l'autre vont ensemble. C'est-à-dire que j'écris jamais mieux que coincé entre deux films. Il y a un moment, on dit souvent, enfin, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Isabelle Huppert, elle dit, quand elle reçoit son prix à Cannes d'interprétation, elle dit « On a toujours peur que les rôles vous prennent tout. C'est l'inverse, c'est eux qui vous donnent tout. » Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ah, j'aurais voulu la prononcer, cette phrase-là, moi. » Parce que c'est vrai qu'on entre dans l'univers de quelqu'un, on entre dans l'univers du réalisateur, mais aussi dans celui
du personnage proposé. Et tout ça, ça vous constitue de plus en plus. Quand vous écrivez, c'est l'inverse. Moi, je vous trouve quand même très gentil avec vos collègues acteurs ou actrices, parce que contrairement à vous, je ne suis pas sûre que tout le monde pourrait écrire. Sur ce fauteuil rouge, pendant 10 ans, se sont succédés des acteurs et des actrices dont certains étaient très, très centrés sur leur nombril. Et je pense qu'il faut un tout petit peu sortir de ça pour pouvoir passer du temps, écrire un livre c'est pour ça que je vous comme dis, c'est une celui-là. démarche. Voilà. C'est une démarche. C'est-à-dire Oui. que tous les acteurs n'ont pas la même démarche non plus. C'est-à-dire que justement, s'il y a trop d'égocentrisme, trop de nombrilisme, alors, de toute façon, globalement, ce seront des acteurs que vous retiendrez peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans la démarche de jouer, quand vous êtes vraiment convaincu que vous avez envie de jouer, un sentiment, et pas simplement de montrer votre figure devant une caméra. Et je pense que cette démarche-là de jeu et la démarche d'écrire, elle est assez proche. Alors, vous, c'est le métier qui rentre, un roman qui est sorti chez Fayard il y a déjà quelques semaines et qui marche très, très bien dans toutes les bonnes librairies. Par rapport à ceux que vous aviez écrits avant, on est encore sur autre chose, mais vous avez déjà un acquis littéraire qui fait que forcément, vous arrivez ce livre, on se dit « Ah, c'est du Sylvie Testud, je vais quand même le lire ». Non, mais c'est vrai, c'est le même principe avec un Denis Podalides qui a fait un carton avec son premier livre. Les suivants arrivent et on adore, il y a une patte. On vous reconnaît, je trouve, on vous reconnaît les uns les autres. Il y a une patte, mais moi, je vous assure que vraiment, je trie vraiment les livres d'acteurs que je lis. Hein. Alors là, en plus, c'est assez drôle. Vous êtes parti sur un mode très humoristique pour raconter quoi? Un gros plantage, on va dire ça Un comme échec ça. total. C'est-à-dire quelqu'un qui tombe dans l'escalier, là, elle n'est pas tout à fait en bas encore, mais c'est Ça va pas tarder. C'est la chronique d'une mort annoncée d'un film, d'un projet. C'est-à-dire que donc Sybille est actrice, elle a déjà 2 Césars sur l'étagère, et en fait, on lui propose un jour de réaliser son second long métrage. Et ça arrive comme un cadeau. Je voulais presque, vous savez, un conte de fées sublime, Mais c'est ça. mais qui finit mal. Et en fait, c'est ça que ça décrit, c'est-à-dire que tout le monde la prévient, tout le monde lui dit, les 2 personnes avec lesquelles tu vas t'associer, n'y va pas, parce qu'ils sont terribles, sont des dictateurs. D'ailleurs, je leur ai Ce sont des rapaces. Je leur ai donné un nom de dictateur, parce qu'il faut s'en amuser, hein, c'est plein de dérision. Et elle dit, il y a de l'arrogance là-dedans. Vous savez, quand vous êtes sûr que votre force de travail et votre intégrité va faire que, non, avec vous, ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est ce qu'elle fait. En fait, elle pêche par orgueil, finalement, par arrogance. Parce que... par naïveté et par confiance. Et aussi, oui, mais aussi, mais c'est ce qu'elle dit à Adrien, son conjoint, qui la prévient, les bras croisés sur son canapé, qui n'est pas rouge, mais malgré tout très confortable. Tel un sphinx qui observe la scène de loin et qui dit « tu vas te planter, ma belle, tu vas te planter voilà. ». Et puis il a raison. Et il a raison. Et c'est insupportable. Vous savez, ça me fait penser, je prends souvent cet exemple-là, dans Pinocchio, vous savez, le petit Jiminy Cricket qui a tout le temps raison. Bien sûr. Ah, voilà. Et on dit, mais... laisse-le se tromper, qu'il fasse ses propres erreurs et voilà. Et ben c'est à peu près ce que ça décrit entre lui qui a raison et qui la prévient d'avance et elle qui est tellement passionnée qu'elle en devient aveugle et sourde. Oui, et elle veut pas voir les signaux. Alors, ce qui est drôle, c'est que forcément, tous les personnages sont fictifs, entre parenthèses, mais quand on connaît un tout petit peu le milieu du cinéma, on cherche à savoir qui est qui. C'est qui ce couple de producteurs véreux et absolument pas fiables, et puis les actrices qu'elle va engager, c'est qui, etc. La seule certitude que l'on a, c'est que Sybille, c'est votre avatar, c'est évidemment votre alter ego. Vous avez vraiment raison de dire que c'est mon avatar, parce que, en fait, vous savez, souvent... On parle, les acteurs, on parle du clown qui est Bien sûr, qui est en... Voilà. Qui est votre clown d'ailleurs? Vous savez, votre clown, il réside, c'est quoi? C'est une petite vieille, c'est un enfant, c'est quoi? Ce serait un vieux bébé, tiens. Une vieille petite fille. C'est une petite fille qui a eu la maturité trop tôt et qui finalement râle. Oui, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait charmant, mais enfin bon. Et en fait, vous savez, on dit souvent, c'est cette partie dont on n'est pas fier. C'est tous nos défauts, tout ce qu'on essaye de planquer dans un coin. Et que là, on va mettre à distance, quoi. Voilà. Et là, moi, je crois que petit à petit, au fur et à mesure des livres, au fil des livres, je crois que je le mets en scène, ce petit clown, je l'apprivoise et je commence à bien l'aimer. Et je crois que j'en sors plus grandi, en fait, moi, dans ma vie de tous les jours. Je sais pas, j'ai l'impression je me trouve mieux là sur votre canapé que dans le bouquin. Mais c'est ça en même temps, de se mettre à distance comme ça, que ce soit dans un livre, dans une pièce, dans un court-métrage, que sais-je, de se mettre à distance pour se regarder un petit peu un moment en disant « je suis quand même pas dupe de moi ». Oui. Voilà, je suis autour de la quarantaine, j'ai déjà un peu vécu, ma vie est déjà plus ou moins installée, vous avez 2 enfants, donc voilà, vous êtes ancrés, mais je ne suis pas dupe de moi. Mais même si je suis arrivée très haut. Voilà. Mais est-ce que
je tire un enseignement de la vie ou est-ce que je vais refaire toujours 2 fois la même erreur? Est-ce que la maturité, qui a priori, voilà, j'en ai une, je suis quand même une mère de famille plutôt assez responsable, enfin en tout cas j'espère, je crois, mais quelque part, il y a un autre côté, est-ce que c'est le fait d'être passionné qui fait qu'on reste un peu gamin au fond, un peu naïf, un peu tout peut arriver dans le cinéma. Et c'est vrai, on le sait. C'est-à-dire quand je parle des mortes de faim, vous savez, quand les gens qui ont la gentillesse de se moquer des actrices qui ne tournent pas, donc on les appelle les mortes de faim, mais elles peuvent très bien avoir un film le lendemain qui cartonne. Oui, qui les emmène au sommet d'un seul coup. Et le cinéma, c'est comme ça. Vous êtes inconnu la veille, vous pouvez devenir très connu le lendemain, et inversement. Une très grande star peut ne plus tourner pendant 10 ans. Il n'y a pas vraiment de règles. Donc en même temps, c'est difficile, c'est violent, mais en même temps, ça fait rêver, quoi. Parce que tout est possible. Vous avez connu, vous, vraiment des creux au point de vous sentir vraiment mal, pas bien? J'ai pas l'impression que dans la carrière, ça se soit... Non. Pour l'instant, moi, j'ai eu de la chance. Non, mais en revanche, il y a des gens très, très bien à qui c'est arrivé, et c'est flippant. Ce qui est encore plus flippant, c'est de voir comme... En fait, parfois, la trouille fait qu'on devient un peu méprisant. C'est un peu le seul milieu où j'ai jamais entendu quelqu'un se moquer de quelqu'un qui était au chômage depuis plusieurs années. Ça ne viendra à l'esprit de personne de dire « Oh là là, regarde, ça fait 4 ans qu'il ne bouffe pas, quoi. » Dans le cinéma, on le fait, on dit « Oh là là, regarde, ça fait 10 ans qu'elle ne tourne pas. » Oui, peut-être aussi parce que Voilà. c'est un milieu aussi d'ego, des petits égos sur pattes tout en exubérance. Et si on n'en est pas revenu ou qu'on n'est pas assez sûr de soi-même... oui, pas assez sûr de soi-même. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté... Personne n'a la vérité. Personne ne sait exactement ce qui va marcher. C'est pour ça que les producteurs, à un moment, lui disent, je leur fais dire, oui, voilà, il faut que tu changes ton histoire. Est-ce que tu as vu Japlou, ça a marché, maintenant les gens veulent voir des chevaux. Il faut mettre des chevaux, alors c'était pas du tout le milieu de départ du film concerné. À la base, elle écrivait un film qui se passait dans un hôpital gériatrique avec 3 infirmières, et là, on va se retrouver avec 3 palefrenières. C'est une jolie trouvaille. Jusqu'à la fin, à se retrouver dans une maison close. Enfin bref, en tout cas, tout ça pour dire que, et la moquerie, et le fait de changer sans arrêt son fusil d'épaule, quelque part, c'est que chacun essaye d'avoir une certitude. Parce que c'est trop difficile d'avancer sur des sables mouvants tout le temps. Donc tout le monde, c'est à celui qui saura le plus avec force et côté cartésien presque, qui n'est pas prévisible. C'est à Manger à Plou, par exemple, moi j'entendais sans arrêt... De toute façon, ça va se planter. Les films avec les chevaux, ça ne marche jamais. Le film a cartonné. Ah bah dis donc, t'as vu, c'est parce qu'il y a des chevaux, c'est super. C'est le film de Guillaume Canet, Japlou. Qui est un film d'ailleurs formidable, que moi j'ai beaucoup aimé. Même si on n'est pas d'ailleurs intéressé par les chevaux plus que ça. Absolument. Moi, c'est absolument pas ma tasse de thé, les chevaux, mais voilà, le film est quand même assez bien fait pour que ça intéresse tout le monde. C'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire universelle au-delà du cheval. Voilà. Et donc voilà, donc il y a cette envie d'être sûr et de se rassurer et de se dire finalement, de se légitimer. Vous voyez, si je suis là, c'est bien pour une raison. Et vous êtes plutôt... parce que moi, très honnêtement, votre Sibylle, j'avais des fois envie de lui taper dessus en disant « Mais ma pauvre fille, mais que tu es stupide et que tu es bête, tu vas te faire croquer toute crue et arrête de changer 3 fois ou 4 fois d'avis parce qu'on te dit ci, on te dit ça. » Est-ce que vous êtes plutôt comme ça? Vous arrivez à tenir à votre idée dans un milieu qui est dur, un milieu du cinéma? Est-ce que vous arrivez quand même à tracer votre route telle que vous l'avez souhaité, vous? J'adorerais vous dire oui, absolument. Pensez-moi dans 10 ans. J'aimerais tellement vous dire oui. Je peux déjà vous dire ce qui s'est passé, mais j'adorerais dire oui, absolument, je ne change jamais d'idée. Mais c'est impossible. Parce que vous êtes influençable au moment où vous présentez, vous proposez quelque chose. Faut savoir que ce soit l'écrit ou un film dans lequel vous avez joué, à partir du moment où il sort, il ne vous appartient plus. Bien sûr. Et il est soumis au jugement de l'autre. Et vous n'avez plus de recul. Donc finalement, ce sont les autres qui font ce que vous êtes. C'est pas vous qui décidez d'être une actrice, comme tout à l'heure vous avez dit, à part. C'est pas moi qui peux me dire, tiens, je vais être une actrice à part. C'est pas possible. C'est pas moi qui vais dire, tiens, je vais faire un livre drôle. Et mon livre est drôle parce que les gens rient. Voilà, c'est pas moi en me disant, ou alors je ferai un très mauvais livre en disant, tiens, regarde, j'ai une bonne phrase, je vais te faire une... Et là, il y a 100% de chance pour que les gens fassent, oui, enfin, sa blague, là, elle est pourrie, quoi. Si c'est pas quelque chose qui est non prémédité, quelque part. Bien fait, pensé, mais non prémédité. Et c'est vous qui faites de moi une écrivain, finalement. Je ne sais plus qui a dit qu'un livre avait 3 auteurs. Il y avait évidemment l'auteur initial, celui qui écrit. Il y avait le lecteur, qui fait l'auteur aussi. Et puis qui disait, c'est surtout l'éditeur. Qui fait le livre derrière. Je ne sais pas si c'est votre expérience. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est pour ça que je pense que, en fait, vous êtes après tout ça, il y a une synthèse
que vous sortez du fait que vous prenez l'avis du lecteur, vous prenez l'avis de l'éditeur. L'éditeur, c'est votre premier interlocuteur, finalement. C'est la personne avec laquelle vous discutez. Donc, normalement, si le dialogue s'est bien fait, vous êtes d'accord. Mais c'est déjà un dialogue, on le sait, une discussion vous emmène quelque part. Et vous êtes déjà plus tout à fait sur le sujet que vous étiez en train de développer. Puisque là, on se répond. Donc, à nous deux, on est en train de faire une discussion et on va ailleurs. Peut-être dans votre tête, vous étiez dit, tiens, on va parler de ça précisément. Ah, c'est toujours comme ça, les émissions. C'est toujours, on prévoit un truc et puis on en fait un autre. C'est ça. Mais bien sûr. Donc déjà, il y a déjà ça à la base, alors qu'on est que deux. Et ensuite, il y a le lecteur qui vous fait découvrir même des choses que vous avez écrites, dont vous n'aviez pas tout à fait conscience. Vous dites, ah bah oui, vous avez raison, ça parle aussi de ça, bien sûr. Et donc, au final, votre sentiment sur vous est encore une fois influencé. Et vous imaginez, dans le cinéma, il y a 80 personnes. L'éditeur, c'est 80 personnes. Donc, comment ne pas devenir poreux à ça? Enfin, je veux dire, il faut avoir une conscience de soi. Enfin, je ne sais pas comment il faut... Enfin, moi j'en suis incapable. Je suis incapable de tenir tête. J'entends la critique, je l'entends. Et je dis, je vais essayer d'y répondre. Mais petit à petit, si vous répondez trop... Vous savez, Polanski dit aussi un truc génial. Il dit, un film, c'est toutes les concessions que vous n'avez pas faites. Nous, on peut dire la même chose d'un livre, évidemment. Ouais, sauf qu'un livre, vous êtes 3, vous avez montré. Oui, il y a moins de monde. Et encore 3 à partir du moment où le livre est fini. C'est un produit fini. Le scénario, chaque financier va donner son avis. Il va dire, bon, ok, je vous donne tant, mais il faut changer telle partie. Et puis le deuxième va dire, je vous donne tant, mais il faut changer telle partie. Ce que je raconte quand sa copine productrice lui dit, mais c'est un puzzle, la production. C'est plein de gens comme ça qui vont faire une image à eux tous. Et ce qui est vrai. Et en même temps, vous ne pouvez pas vous insurger parce que vous ne pouvez pas inviter des gens à participer à votre projet en leur disant, surtout ne dis rien. Amenez l'argent, mais ne dites surtout rien. ne donnez pas votre avis. Donc, ce n'est pas possible. Et ça, moi qui ai réalisé un film, ça arrive encore après, une fois sur le plateau, avec un acteur qui dit, et ça m'est arrivé de le faire, cette scène, en fait, je ne la comprends pas très bien, je préférerais la faire plutôt comme ça. C'est un miracle, finalement, si le film ressemble à la fin à ce que vous aviez imaginé. C'est un peu ce que vous dites aussi dans le livre. Et voilà. Et c'est-à-dire que ça m'est apparu comme ça. C'est-à-dire quand j'ai réalisé mon premier film, je l'ai vu à l'écran, je me suis dit, il me ressemble encore. Comment c'est possible? Il y a une petite, je ne sais pas, ça passe la roche. Et puis il y a une petite goutte d'eau, hop, qui porte mon ADN. On laisse un petit peu de soi, j'imagine, dans chaque film. Il y en a un, notamment, que forcément le titre a un petit peu parlé sur une chaîne comme KTO, un film qui parle de Lourdes. Oui. Vous avez laissé quoi de vous dans ce film-là? Dans Lourdes, Lourdes, c'est l'histoire des miraculés, des miracles non expliqués en tout cas de Lourdes. Voilà, c'est ça. Beaucoup de choses, c'est-à-dire que, en fait... Vous connaissiez l'histoire de Lourdes? Oui, bien sûr. Mais en revanche, j'avais pas pris la mesure de l'espoir fou des gens qui viennent à Lourdes, qui font de longues processions, qui vraiment s'arrêtent à tous les postes pour prier au bon endroit, pour être vraiment dans un rythme. Et surtout, moi j'ai été bouleversée par ça, c'est vraiment par la joie qui s'en dégage. C'est-à-dire, alors que les gens arrivent avec des problèmes qui sont immenses, et moi ça m'attristait en fait. Moi je jouais donc une sclérosée en plaques, et donc on était mêlés à la foule, et donc je suis restée comme ça, mais pendant des heures, pendant tous les offices. Et je ne me sentais pas, une fois que la caméra coupait, de dire aux personnes à côté de moi qui restaient dans cette position, mais à vie, excusez-moi, je ne suis qu'une actrice, donc maintenant je vais aller me détendre, et je ne pouvais pas me lever, quoi. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est dingue. Pour la moindre chose, à un moment, j'avais besoin de boire. Et je demande à quelqu'un de l'équipe, est-ce que tu peux m'apporter un verre d'eau? S'il a le temps, il le fait. S'il n'a pas le temps, il ne le fait pas. Sauf que vous, pendant ce temps-là, vous ne buvez pas, quoi. J'avais qu'une envie, c'était de me lever, aller me chercher ce verre d'eau. Mais la personne à côté de moi, elle ne peut pas se lever, aller chercher son verre d'eau non plus. Et elle était de meilleure humeur que moi. Et là, je me suis dit, il y a un problème, quoi. Il y a quelque chose que je n'identifie pas. Ces bains, qui sont donc, enfin, à l'époque où j'y étais moi, à 9 degrés. Oui, c'est glacé, hein, pour l'avoir testé. 9 degrés. Ouais. C'est bien froid. Il faut être Heureusement préparé. que c'est rapide. Hein. Vous êtes extrêmement contente d'avoir vos poumons qui vous permettent d'expulser l'air. Et donc, les gens qui vont se baigner, certains ne peuvent plus respirer, sont des sclérosés, sont des paraplégiques, etc. Et vous voyez ces dames qui aident des handicapés toute la journée, quand elles vous voient, vous, qui sont d'une humeur
Mais moi, en fait, ça m'émeut. La trop grande générosité, ça me donne envie de pleurer. Je ne sais pas pour quelle raison. Parce qu'on y est... Je ne sais pas, j'y suis pas toujours très habituée, ou je ne sais pas. En fait, à Lourdes, j'ai été très intriguée par l'enfance, par cette communion de tout le monde. C'est des longues processions, c'est très long la procession. Et puis ils viennent déjà des fois de très très loin, les gens. Oui, je l'ai déjà faite. Ouais. Et c'est très long. Ouais. Parce que vous piétinez, vous ne marchez pas, vous piétinez. On est d'accord. Donc vous partez, je ne sais plus, la plus longue à laquelle j'ai assisté, on en a fait plusieurs, parce qu'en fait on est resté 4 semaines. Et oui, c'est assez long. Et du coup, je crois que la première a duré, je ne sais pas, 6 heures. On a le temps de se poser des questions sur son rapport à Dieu, quel qu'il soit à ce moment-là, j'imagine. On se pose forcément sur un film comme ça. Ah, bien sûr. Je crois qu'on se la pose avant. C'est même d'ailleurs, à mon avis, une forme d'intelligence que de se poser des questions spirituelles à un moment donné dans sa vie. Moi, je sais que je m'en étais posé beaucoup à l'âge de 10 ans. Moi, j'ai eu mon rapport à la religion, par exemple, pour être très très clair avec la religion. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille donc d'Italiens qui sont très croyants. Et en fait, moi, de ma génération, c'était plutôt laissé à l'abandon. Et il se trouve qu'à l'âge de 10 ans, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un besoin fort d'aller, je suis d'origine lyonnaise, à l'église qu'on voyait de ma fenêtre. Et donc, j'ai passé ma première communion, tout bien. Et j'étais vraiment en étroite liaison avec le Père Blanc de La Fontaine, qui est devenu, je ne sais pas, une sorte de guide, quoi. Et c'est vrai que je ne suis pas complètement novice, en catéchisme, en tout. Et en arrivant à Lourdes, et puis bon, j'ai plutôt laissé tomber, en arrivant à Lourdes, il y a un truc comme ça où je me suis dit, finalement, il y a un endroit, vrai, faux, j'en sais rien, mais il y a un endroit de réunion, au vrai sens du terme, le vrai terme église veut dire réunion, on le sait, c'est pas une bâtisse à la base. Et ça existe à Lourdes. L'église existe. Et le mot qui veut dire catholique vient de catholico, ça veut dire universel, vous l'avez senti ça là-bas? Oui, je l'ai senti moins que... universel, je l'ai moins senti que de réunion réelle, c'est-à-dire dans une recherche et dans un espoir commun. C'est-à-dire que tout le monde regarde dans la même direction, tout le monde avance au même rythme et tout le monde chante la même note. Même s'il y avait des Américains, des Anglais, toutes les nationalités étaient là. Et en fait, on a vu aussi, il y avait les jeunesses qui arrivaient à un moment, qui étaient plutôt certains dissipés. Le soir, il y a des boîtes de nuit, ça partait dans tous les sens. Et qui avaient comme ça un respect profond. Et j'étais assez fascinée parce que j'avais assez rarement vu une si grande foule, un si grand rassemblement. Oui, à la télévision, oui, dans des reportages, mais moi, je n'avais pas vécu un rassemblement aussi grand. Et du coup, j'étais jalouse, quelque part, d'avoir lâché ça. Il y a un endroit où j'étais jalouse. Je me suis dit... je me sentais un tout petit peu à côté, du coup. Parce que ça faisait longtemps que... Et d'ailleurs, je l'ai communiqué à mon fils, qui m'a demandé... donc, mon fils n'est pas baptisé, qui m'a demandé le baptême, quand même. Ah oui. Donc, j'ai bien dû... Votre petit Ruben a demandé le baptême. Oui. Excellent. Ouais. Et alors, maintenant, il est grand, donc il faut qu'il suive un processus. Il y a un parcours catéchétique, voilà. En général d'un an ou d'un an et demi. Voilà. On verra s'il le fait. Après, c'est son libre choix. Mais en tout cas, donc j'ai bien dû lui véhiculer quelque chose. Et puis, en plus, en dehors de ça, il y a quelque chose, quand même, il faut dire... Dans l'art, il n'y a rien de plus joli que dans les édifices religieux, les chants, tout. Donc il y a une merveille, il y a une spiritualité, il y a quelque chose qui n'existe nulle part en dehors des... En tout cas, pour vous, il y a une vérité à cet endroit-là qui est intéressante d'approcher, quoi. Oui. Qui vous parle, et après, comment... C'est à chacun de gérer. Voilà. Après, c'est à chacun de gérer son rapport à la religion. Mais il me semble que la méconnaître entièrement, c'est dommage, c'est s'amputer d'une chose. C'est vraiment dommage. Il faut le prendre pour peut-être le rejeter un jour, j'en sais rien, ou en faire sa vie, ou en faire peut-être que de l'art, je ne sais pas, ou une foi intime et ne pas devenir pratiquant, ou... Mais de fait, vous priez, vous? Ça vous a remis Absolument. un petit peu en connexion? Non. Vous discutez ou... Non, j'ai un profond respect pour la foi. J'ai un profond...
Et ça fait partie de mon enfance. Je suis constituée comme ça. Alors j'ai beau de temps en temps vouloir m'arranger et me dire c'est nul. Par exemple, j'ai jamais rien dit de mal parce qu'on ne sait jamais. Des fois qu'il existerait. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah oui, non, mais moi je crois en rien. Et puis on me dit t'es sûre, hein? Et puis c'est pas si évident que ça. Donc je ne sais pas. Moi je suis à une période de ma vie où j'aimerais tellement me dire j'ai besoin de rien. J'aimerais être une personne extrêmement libre. Et d'ailleurs c'est de ça dont on me parle souvent. On me dit souvent oh mais qu'est-ce que t'es libre? Et encore comme je vais vous faire la même réponse que tout à l'heure. J'aimerais tellement dire absolument. Mais c'est très faux. Oui, je ne suis pas sûre que les personnes qui n'ont besoin de rien soient si libres que ça. J'ai tendance à penser le contraire. Moi aussi. C'est parce qu'on a besoin des autres qu'on est libre. Je vais vous présenter un personnage, ma foi, très intéressant qui nous rejoint dans la deuxième partie de l'émission. Il est metteur en scène. Il s'appelle Pierre Fesquet. Il va faire son entrée sur ce plateau. Et Pierre vient nous parler de La boutique de l'Orfèvre, qui est la pièce écrite par Jean-Paul II et qu'il a mis en scène. Pierre, bonjour, asseyez-vous. Bonjour. Pierre Fesquet, Sylvie Testu. Alors, traditionnellement, je pose toujours la même question à notre invité qui déboule en plateau au milieu de l'émission. Pierre, cette question, vous la connaissez par cœur. Vous avez suivi cette première partie d'émission en coulisses. Vous avez écouté Sylvie Testu s'exprimer avec son sourire, sa densité et sa joie. Qu'est-ce que vous avez retenu de particulier dans ce qu'a pu dire Sylvie Testu dans cette première partie d'émission? Quelque chose qui vous a touché, marqué, énervé? Ah non, mais c'est cette grande liberté de ton, de parole, déjà, moi, qui me touche beaucoup. Et puis, j'ai lu le livre de Sylvie et... C'est le métier qui rentre. Voilà, et je lui disais avant l'émission que j'avais l'impression d'être devant un film, tant les personnages... c'est vrai, les mots vivent et je crois les avoir entendus, ces personnages. D'ailleurs, la question vous a été posée, Sylvie, après le film raté, est-ce que ce livre pourrait donner un film de fait, histoire de bien se venger? Ouais, on me l'a proposé plusieurs fois. Là, pour l'instant, c'est ça son support. On verra ce qui va devenir, mais pour l'instant, c'est un livre. Alors, on a un metteur en scène, on a une actrice, ce ne sont jamais des rencontres totalement anodines. La boutique de l'Orfèvre, c'est la pièce de théâtre qu'avait écrit Jean-Paul II. Voilà, c'est ça. Il était évêque à ce moment-là, et puis sous le joug du communisme, et par rapport à ce totalitarisme, il a eu l'envie de mettre en place des mots, et sa pièce, en fait, traite de peut-on aimer quelqu'un toute sa vie. Voilà, c'est l'histoire d'un couple, plus un troisième personnage. Francis Lalanne était venu en parler. Oui, parce qu'il a tourné le film de la pièce. Oui, et puis c'est un sacré acteur. Il en avait très bien parlé. Et donc vous mettez en scène cette même pièce. C'est jamais anodin de mettre en scène Jean-Paul II. Non. Non, c'est particulier. C'est une pièce qui a été créée il y a 2 ans. Je faisais partie des comédiens qui l'ont jouée. Et puis là, il y avait l'optique de la canonisation. Et je me suis dit, tiens, on pourrait... remettre cette pièce. Alors, la canonisation de Jean-Paul II et pas de Lalanne. Hein, non, non, ça viendra peut-être, mais voilà. D'accord. Voilà. On va regarder peut-être à quoi ressemble votre travail, Pierre. On va soumettre tout cela au regard, j'allais dire rassuré, pas du tout, bienveillant de Sylvie, qui elle aussi a mis en scène un film, qui elle aussi est actrice. Donc voilà, on vous propose un extrait de La boutique de l'Orfèvre, donc mise en scène par Pierre Fesquet. André m'a choisi. Il a demandé ma main. C'est arrivé aujourd'hui, cet après-midi, il était 5 heures, 6 peut-être. Nous étions sur le côté droit de la place, nous marchions. Qu'en détournant son regard de moi, André dit « Veux-tu être ma compagne pour la vie ?» Il y avait en elle quelque chose qui répondait à ma personnalité. J'ai beaucoup réfléchi à cette époque à mon autre moi. Thérèse, comme chaque être humain, comme chaque femme, était un monde lointain. Jeter un pont entre nous deux me paraissait cependant possible. L'imagination m'emportait. Je me voyais avec André dans le miroir. Ici, agenouillés tous les deux. Là, debout sur le seuil de l'église. Costume noir, robe de mariée blanche et longue. Nous sommes bien assortis, André et moi. Je suis presque aussi grande que lui. Mon cœur était lourd. Par cette nuit splendide, dans la féerie de la montagne, tout paraissait à sa place, indispensable, en harmonie avec l'univers. Il n'y avait que l'homme en déséquilibre. Nous ne sommes pourtant pas entrés tout de suite, retenus par une pensée, née au même moment, nous l'avons bien senti, en Thérèse
et en moi. Étrangement forte, elle émanait des alliances. Une fois glissée l'une par Thérèse à mon doigt, l'autre par moi au doigt de Thérèse, elles deviendront un agent de notre destin, rappel de notre passé, leçon à retenir, clé de notre avenir. Elles vont nous unir à chaque instant de notre vie, comme les deux derniers maillons d'une chaîne. Voilà, je remercie Emmanuel Kéry qui a tourné ces images pour KTO. Donc, ce sont des images de la répétition. Absolument. Et Sylvie demandait, mais où est-ce que c'est cet endroit avec des belles pierres, tout ça? C'est la crypte de l'église Saint-Sulpice Absolument, ouais, à Paris. ouais. Voilà, qui est une scène de théâtre qui n'est pas forcément très connue. hein. Très connue, Je pense mais que c'est- Sylvie n'y Il a y a une jamais très belle joué. acoustique et puis les pierres nous parlent aussi. Pendant que nous jouons, il y a Oui, les c'est pierres très parlent. minéral derrière. Ouais, il y a... Et c'est assez beau d'entendre tout allait bien, sauf l'être humain qui était en déséquilibre, c'est ça hein Oui, absolument. Ouais. Voilà. Et alors pourquoi la boutique de l'orfèvre? Parce que ce couple-là est observé et mis en regard avec cet orfèvre, Oui, justement, un tout peu à comme fait. vos sphinx dans votre mari, dans le livre, qui regarde ça en disant oh aïe aïe, oh aïe aïe. Bon, l'orfèvre est là pour. Dont Michael Lonzal d'ailleurs prête la voix Ah voilà. de façon poétique, merveilleuse. Et, Avec la voix merveilleuse qu'il a et l'acteur merveilleux. voilà, c'est ça. Et alors, il n'est pas présent, il est présent par la voix. Mm. L'orfèvre est une ombre, en fait. Voilà. Vous avez déjà tourné avec Michael Lanzal Non, jamais. Jamais. Bah alors, J'adorerais. vous avez raté votre carrière d'actrice. écoutez. alors, Sylvie. Non, c'est un homme incroyable. Dans le genre, Incroyable. pas centré sur son nombril. Alors, Ah il se oui, pose là. oui. Ouais. Avec cette voix, évidemment, bon, qu'on lui envie tous. Je ne sais pas si on lui envie, mais en tout cas, qu'on reconnaît tout de suite. C'est très, très étonnant. Je voulais poser une question à Sylvie, mais je vous la poserai aussi, Pierre, donc réfléchissez bien. La petite fille que vous étiez, Sylvie, du haut de ses 5-6 ans, qui gambade à la Croix-Rousse, là, à Lyon, elle dirait quoi de la femme que vous êtes devenue aujourd'hui? Elle vous regarderait comment? C'est un regard tendre, c'est un regard bienveillant, c'est un regard un peu sévère? Bon, je crois qu'elle dirait tu t'es pas foutu de notre gueule, hein. Non, je crois que moi, en même temps, j'en suis contente et en même temps, ça m'agace. C'est que elle est toujours là. Eh ben, c'est bien d'être connecté avec la petite fille qu'on Oui, était, mais non? parfois, vous dites aussi, vous choisissez ce métier parce que vous avez envie de vous transformer. Moi, j'attendais que mon corps devienne... Enfin, tout change. Et non. Non. Et j'ai toujours des amis que je connais depuis que j'ai 9 ans, 10 ans. Et on se voit et on a toujours la même relation. Ouais. Ça en est terrible, ouais. Alors, je ne sais pas si j'étais... C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'un clown. Je dirais que si un La vieille vieux petite petit fille. bébé, ou voilà. Je ne sais pas si j'étais trop mature petite ou pas assez aujourd'hui. Mais en tout cas, quelque chose est resté à la même place. Oui, ça part d'enfance, mais enfin, souvent les comédiens disent qu'ils jouent justement comme les enfants jouent. Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, parce que vous êtes comédiens tous les deux. C'est peut-être bien ça qu'on essaye de faire en jouant, c'est garder sa part d'enfance. Je ne sais pas si on essaye de la garder ou si c'est ce milieu qui vous maintient dans cet état. Ah oui. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est comme ça, mais c'est un état de fait. Voilà, Vous constatez les choses. ouais. Et le petit Pierre Fesquet, il a grandi où, lui? Alors, il a grandi le lieu de Orléans. Orléans, bah oui. Ouais, Orléans, ouais. c'est Mon vrai. père est lyonnais. Ah bon Ouais. Et alors, le Et- gamin en culotte courte là, qui gambade et qui vous regarde et qui vous toise, là, il dit quoi aujourd'hui? Il est content du parcours de son... Oui, peut-être bravo, tu as pris confiance parce que j'ai été élevé dans un milieu où il fallait pas trop déranger, il fallait pas. J'ai eu une très belle enfance, hein, mais voilà, il a fallu que je me batte un petit peu. Non, on ne dérange pas, on ne. On ne fait pas ce genre de métier peut-être aussi? On fait pas ce genre de métier, même si mon père était dans la pub et il a côtoyé ce milieu-là du showbiz. Et mais voilà, ouais, il y avait un petit peu ça, se faire confiance. Ah, c'est toujours un peu négatif quand on dit le showbiz. Vous avez l'impression, Sylvie Tessu, de faire partie du showbiz? Alors peut-être quand on monte les marches à Cannes, on a l'impression de faire partie du showbiz. Et puis quand on trime sur un film, on n'y arrive pas, on a peut-être un petit peu moins l'impression de... Non, le showbiz, c'est plus... je crois que c'est un petit peu le milieu des acteurs, mais c'est plus, vous savez, les soirées où il y a vraiment les grandes stars de la chanson, c'est les costards à paillettes, les trucs. Oui, quand on est à Cannes, on en fait partie plus ou moins, on entre, on en sort. C'est amusant, il faut prendre ça comme un déguisement. Et moi, j'adore ça, mettre beaucoup de maquillage, des talons comme ça, monter les marches de Cannes, en faisant « oui, voilà ». J'adore, mais il faut savoir remettre sa robe et puis voilà. Sur un moment délimité, en Oui, tout cas. Voilà. ça serait comme ça tous les jours, je pense que ça m'ennuierait. Mais une fois de temps en temps, franchement, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, je sais qu'un jour, ma sœur aînée me dit, en voyant mes chaussures, elle me dit « Mais j'aimerais bien en porter, mais j'ai pas d'occasion. » Moi, j'en ai. Ouais. Moi, j'en ai.
Donc ça me fait plaisir de pouvoir les mettre, ces chaussures. Je ne sais pas si vous le savez, mais 2014 est notamment l'anniversaire de la mort, enfin le centenaire de la mort de Peggy. Et à cette occasion, Pierre s'est intéressé à Peggy. Enfin, il n'y a peut-être pas besoin de cette occasion-là pour se pencher sur Peggy. Et vous avez organisé une série de lectures avec Marie-Christine Barrault, que vous connaissez, Sylvie, pour avoir tourné avec elle récemment, et Michael Lonzal, décidément, on ne parle que de lui dans cette émission, pour lire Peggy, pour faire entendre cette manière d'écrire et de parler. C'est ça. C'est-à-dire que c'est parti d'un entendre la spectacle langue, voilà. sur Jeanne d'Arc que j'ai monté avec Orléans, Jeanne d'Arc, Marie-Christine forcément. et Michael. Et de ce spectacle, j'ai eu l'idée de faire signer à Michael pour dire Peggy, dire du Charles Peggy. On l'imagine mal disant non à une telle proposition. Voilà. On va en parler, on va les écouter un petit peu, dire cette Avec joie. belle langue de Peggy, et on en reparle juste après. Quand pourrais-je le soir filer encore la laine, assise au coin du feu pour les vieilles chansons? Quand pourrais-je dormir après avoir prié dans la maison fidèle et calme à la prière? Quand nous reverrons-nous? Et nous reverrons-nous? Ô maison de mon père, ô ma maison que j'aime. Voilà les voix de Jeanne, qui vous relient d'ailleurs tous les deux avant qu'on parle de Peggy, puisque vous avez joué le rôle de Jeanne d'Arc. Oui, j'ai joué à Montpellier, à l'Opéra de Montpellier. C'était mis en scène par Jean-Paul Scarpita. Et en fait, il ne voulait pas que je sois une récitante, mais il voulait que je le joue. C'est un oratorio d'Honegger. Et c'est Écrivine, qui était le chef d'orchestre. J'ai eu une trouille bleue. Et je pense que c'est une des plus belles choses que j'ai jamais faites. Elle vous a appris quoi, Jeanne? Parce qu'elle a des petits points communs sur la liberté, le ton, quand on lit un peu les minutes de son procès. Comment? Je vais rester là. Elle m'a appris qu'elle est... qu'elle n'est pas impressionnable, qu'elle elle est convaincue qu'elle pourra bouter les Anglais hors de France, et elle se met comme ça devant les autorités du pays en disant « Vous me donnez une armée !» Et elle y va. Et elle y va, et elle a la foi malgré tout. Les gens l'accusent des pires choses, c'est-à-dire on la traite de sorcière. Et quand même, elle reste... c'est l'image que j'en ai. Elle reste passionnée et convaincue. C'est votre Jeanne à vous aussi, Pierre? Oui, absolument. Et la réaction des gens après ce spectacle, c'est « Vous nous avez rendu une Jeanne charnelle ». Parce que pour beaucoup de gens, elle est partie en cendres. Ouais. Et là, les poètes, les chanteurs, Tchaïkovski a fait quelque chose aussi de magnifique, un petit opéra sur Jeanne. Et c'est très émouvant d'avoir les gens qui nous disent « Ça y est, Jeanne est charnelle ». Elle figure dans la première page de mon bouquin. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai cru que c'était aussi notre trait d'union quand j'ai commencé le livre. Bon, je dis que j'espère les pompiers, oui, pour la sauver. Le Titanic, le vol 93 du 11 septembre, le bûcher de Jeanne d'Arc et tellement de drames dont on a tiré tant de films. Alors que les lumières s'éteignent, on le sait d'avance, ça finira mal. C'est de notoriété publique, c'est écrit dans les journaux. Eh bien, moi, à chacun de ces films tirés d'histoires vraies, assise dans mon fauteuil, j'ai espéré une fin heureuse. Tout le roman tient dans ces quelques lignes-là. On a déjà la trame de votre livre. C'est vrai que Jeanne d'Arc était citée dès le départ. C'est vrai. Des fins dont on est certaine. En fait, c'est surtout... c'est pour ça que je pense que les gens rient beaucoup, même ceux qui ne font pas du cinéma, c'est parce qu'on est tous allés voir le Titanic ou une histoire, un film, on le savait que ça finirait mal, mais on a tous espéré pendant tout le film... Ah bah oui, que Leonardo DiCaprio ne mourrait pas, déjà, et que le Titanic ne coulerait pas. Donc c'est dans notre nature d'être désespérément optimiste. C'est dans notre nature, je crois, de rester gamin, quoi. Vous vous dites gamin, gamine, le livre qu'avait fait aussi Sylvie. Vous dites optimiste, quelqu'un qui à la fois parlera peut-être plus d'espoir ou d'espérance. Oui, j'allais dire aussi de providence, oui, peut-être. Oui, mais même quand vous savez que ça finit mal. Vous voyez, quand ça finit mal, vous occultez la fin. On arrive à se persuader que peut-être ça va bien finir. C'est dingue.
Pierre, en termes de questionnement religieux, vous êtes un petit peu, alors je ne sais pas si on peut dire plus avancé, en tout cas un petit peu plus loin que Sylvie. Sylvie se pose encore beaucoup de questions, regarde ça avec intelligence, avec respect, avec questionnement et curiosité. Vous avez passé à l'étape d'après, on peut dire? Je ne sais pas si c'est un cheminement comme ça. Moi, j'ai eu une double spiritualité, c'est-à-dire que j'ai été élevé dans une religion traditionnelle. J'ai connu la messe en latin. Voilà, mes parents étaient plutôt traditionnalistes. Et après, en rencontrant ma femme, qui elle était, j'allais dire, dans la mouvance de l'Église, j'ai appris à faire un retour de balancier. Et donc j'ai connu un petit peu, j'allais dire, on appelle ça la crise de l'Église, mais en stéréo. Enfin, voilà. Alors ça, on est sur des histoires de forme. Mais quand on parle de la foi, Sylvie a dit ce mot-là, le mot de foi. Ça a été peut-être mon problème. J'étais beaucoup, au départ, dans la forme. De 15 ans à 30 ans, sur une histoire de forme. Et maintenant, par ma femme, par mes enfants aussi, je suis sur une foi de fond. Mais alors, est-ce que ça veut dire que votre foi, là on voit que ce soit la boutique de l'Orfèvre, je n'ai pas donné les dates d'ailleurs, du 13 mars au 25 avril, vous pourrez la voir à la crypte de Saint-Sulpice, de l'église Saint-Sulpice, que ce soit la boutique de l'Orfèvre ou du Peggy, est-ce qu'à chaque fois, votre foi va influencer votre travail de comédien, vos choix de metteur en scène, ou est-ce que des fois vous en sortez un peu, ou vous êtes vraiment tout... Non, ça reste à la frontière, c'est à la frontière de la foi et puis du travail artistique. Ce qui est très bizarre, c'est que depuis 3 ans, je suis engagé sur des spectacles plutôt à tendance spirituelle. Et vous trouvez ça bizarre, vous? C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans... Il dit ça comme si c'est pas lui qui l'avait mis en route. Si, mais ce sont des choses que j'attendais. J'étais avant dans du café-théâtre, j'ai travaillé pour Canal+, pour des sketchs, des choses comme ça, et j'avais cette envie d'aller vers les textes comme Francis Jam, et je suis arrivé à quelque chose qui me correspond plus. Non, mais c'est vous qui choisissez vos projets, ou ce sont les projets qui vous choisissent? Est-ce que Sylvie, des fois, vous vous êtes dit non, mais ça tombe pile au moment, c'est pour moi et c'est pas pour quelqu'un d'autre? Ça vous est déjà arrivé? Bien sûr, c'est presque effrayant. Ah bon? Parfois, vous dites oula, ça veut dire que je ne maîtrise vraiment rien, je ne suis absolument pas maître de mon destin, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je crois qu'il faut pas. Il faut se rasséréner par rapport à ça, c'est-à-dire et laisser. Faire la vie quelque part, laisser faire les autres qui viennent vers vous. Moi, de toute façon, en fait, je vais vous le dire, tout ce que j'ai jamais décidé à l'avance, je sais, pas fait. D'accord. Tout ce qui était de votre propre volonté, de l'ordre de la volonté, ça ne s'est pas fait. Ou pas comme je le désirais. Ou quand vous étiez dans le lâcher prise et que vous avez laissé venir, c'est là que ça s'est fait. Arrivent des miracles. Voilà, arrivent des petites. Des petits contes de fées, des petits... En parlant de contes de fées, moi, quand je vous avais vu faire Sagan, comme tout le monde, je suis restée sur le derrière, clairement, et je me suis dit, mais ça pouvait être que elle. Mais est-ce qu'elle, elle le savait? Non. Alors, vous voyez, quand Diane Curis m'a appelée, alors d'abord, j'avais les cheveux longs jusque-là, et puis bien décolorés, parce que souvent, on vous change la couleur des cheveux. Bien sûr. Bien blonde, pas du tout saganesque, et que je vais voir Diane Curis, et qu'elle me dit, voilà, je voulais te voir parce que je voudrais que tu interprètes Sagan. Je me suis dit qu'elle est folle, cette femme est folle. Et j'écoute, je ne connais pas très bien, enfin je connaissais... Mais comme tout le monde, un peu son histoire. J'avais lu 3 livres. Bonjour Tristesse, voilà. Voilà, Les Faux Fuyants, enfin bon, bref. Et je dis, bon, je me penche dessus. Et puis je me suis laissée happer. Et puis finalement, après, j'ai bossé. Mais moi, toute seule, je ne me serais pas dit, tiens, je me sens des affinités avec Sagan. C'est elle qui l'a vu. Et effectivement, en fait, en découvrant la vie de Françoise Sagan, on a beaucoup de points communs. C'en était presque effrayant même. Et on se révèle à soi-même. Hein, ouais. Comme ça. Ouais. Pierre, vous avez des moments dans votre carrière où quelqu'un est venu vous révéler à vous-même par un rôle, par une proposition, un projet que vous n'attendiez pas? Oui, absolument. Il y a 2 ans, j'ai joué une pièce où je jouais la voix de quelqu'un. Donc il fallait rendre charnelle une voix. C'est quoi cette pièce, on peut savoir? J'entends des voix. D'accord. Et voilà, quelqu'un qui allait voir son psy parce qu'il avait plein de voix intérieures. Et je faisais la voix du chanteur et ça allait un peu à contre-courant ce que j'avais à chanter et ça marchait. Voilà. Donc c'est pareil, ce sont des défis parce qu'on se dit parfois mais ça va être un contre-emploi ou c'est pas forcément mon univers ou c'est plus... Et... Vous connaissiez tout simplement pas cette partie-là de Voilà, vie. c'est ça, absolument. Mesdames et messieurs, je vous annonce à présent que nous allons passer à la dernière partie de l'émission. Que ça vous plaise ou non, cette dernière partie de l'émission s'appelle le questionnaire inattendu. Ce sont des petites questions qui partent dans tous les sens et auxquelles souvent les invités ont bien du mal à répondre. Mais je m'en fiche, c'est moi qui dirige l'émission, je fais ce que je veux. C'est parti, le questionnaire inattendu. Question super dure numéro 1. Sylvie, quel est le paysage qui correspond à votre âme? Vous ouvrez les volets et là, paf, c'est le paysage qui correspond à votre âme.
Vraisemblablement, quand la mer est basse, à l'île d'Oléron, voilà, là où j'ai ma maison. Ah, joli paysage. Ouais. Pierre. Le Mont Blanc. Ah oui, vous êtes bien, Ah, voilà. Voilà. bien à l'opposé. Ouais, Donc ouais. Pierre et Sylvie ne passeront pas leurs vacances Non, ensemble. enfin peut-être, mais Il fallait le savoir. Pierre, je commence par vous cette fois-ci. Quel est le livre que vous offrez à tout le monde ou qui trône sur votre table de chevet? Enfin, le livre qui a peut-être un petit peu bouleversé votre vie. Vous voyez, quelque chose qui n'est pas le livre que vous avez replacé tout de suite dans la bibliothèque. oui, c'est l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou, voilà, dans lequel je me plonge très souvent. Il est Bien. toujours Donc anthologie, ça veut dire que ça pèse quelques kilos et ouais, ça a quelques centimètres c'est en d'épaisseur. livre de poche et voilà. Et puis le soir, je prends au hasard. D'accord. Avec un poète ou particulier que vous aimez particulièrement ou... Ah ben, je vais reparler de Peggy. Il y a Peggy, Francis Jam, voilà. D'accord. On vous verra au Printemps des Poètes? Peut-être, oui, D'accord. je pense. Ouais. Au coin d'une rue en train de Ouais, ouais. déclamer du Peggy. Voilà. Même question pour Sylvie Testu. Est-ce qu'il y a un livre? Il y en a deux. Enfin, je vais prendre L'ennui de Moravia, D'accord. parce que c'est le plus ancien. Et c'est un livre que j'aime beaucoup parce que Alors, j'ai pas lu, racontez-moi. Ah, vous n'avez pas lu? Non, je connais Vous pas. n'avez Mais c'est vu souvent non- les invités me font découvrir des livres. Et vous n'avez alors. pas vu non plus le film Non. de Cédric Kahn? Non. En fait, c'est une histoire d'amour entre un peintre qui a passé la quarantaine, ça se passe en Italie, et une jeune femme très sensuelle. Et en fait, il est un peu son Pygmalion. Tout ça est très respectueux, hein, c'est pas du tout un truc dégueulasse, quoi. Mais en revanche, elle découvre l'amour et les sensations, et lui, est fasciné par cette jeunesse qui est éclatante, avec une énergie dingue. Et tout ça est écrit sublimement bien. D'accord. Et franchement, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, oh, j'adore ce livre. Et quand j'ai su que Cédric Kahn en faisait un film, j'étais très tendue, très stressée. Et son film est une merveille. Mais c'est rare, hein. Son- Les adaptations, justement, vous avez fait Stupeur et Tremblement, qui étaient très réussis aussi, mais on peut être aussi très déçu par des adaptations de livres. Oui, au surtout cinéma. qu'en plus, lui, Ouais. il avait choisi Sophie Guillemin, qu'on ne connaissait pas à l'époque, qui est une actrice formidable, et que dans le livre, on nous décrit une Italienne du Sud, qui est brune, qui est comme vous, plus... D'accord, oui, plus sud, Et donc, je plus suis, latine. oh mon Dieu. Et le deuxième livre, vous n'avez pas dit qu'il y avait un deuxième livre, non? C'est Demande à la poussière, de Fonte. Ah bah, je connais pas non plus. Vous connaissez Non. Pierre? Bon, alors, c'est quoi Non, Demande à la non, poussière? Alors, noté ça. c'est très... Ah bah, vous allez adorer. C'est très empreint de sa vie. Hein. C'est pas une autobiographie, mais quand même, malgré tout, c'est très ancré. Et donc, c'est un écrivain qui se balade aux États-Unis. Il demande à la poussière. Il décrit vachement bien les routes qui sont vidées des gens. Il fait très chaud. Il est là avec son manuscrit. Il va voir des gens qui lui parlent mal. Il reste comme ça, tendu. C'est une merveille. Ah, C'est bah une écoutez, merveille. on notera vos trois Ah non, mais propositions. John Fante, vous pouvez tout lire. C'est une merveille. Alors, vous organisez un dîner et vous pouvez inviter qui vous voulez à ce dîner. Des gens qui sont morts, des personnages fictifs, des gens réels de votre vie. Qui invitez-vous? Alors, c'est Pierre qui démarre. Oh, c'est dur ça. Ouais. Bon, j'ai bien compris. Michael Lonsdal, ok. Marie-Christine Voilà, Barraud, très voilà, bien. voilà. Sylvie Testu, ok. Qui d'autre encore? Peggy, on a compris. On a droit à l'international. Ah, on fait ce qu'on veut. On a, Ouais. on a même droit aux animaux, si vous voulez. Tout va bien. Bah, Il y a Charles Trenet que j'aime beaucoup, qui fait D'accord. partie de mon univers musical. Je chante souvent du Trenet comme ça sur le trottoir. Si vous me voyez chanter dans la rue, ne vous étonnez pas. D'accord. Voilà. Il ne faut pas me dire ce genre de choses, moi, Pierre. Alors, proposez-nous quelque chose. Là. Allez, un petit coup de traînet. Un petit coup de Trenet. Go. Qu'est-ce que longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Voilà. J'aime bien parce qu'au départ, Pierre était au bout du canapé. Oui, Plus moi, l'émission je me avance, plus il se rapproche là, rapproche de malgré Sylvie. le Mont Blanc. Ah ben d'accord. Voilà, Donc, qui Charles d'autre Trenet. Il y a Edith Piaf, Ouais. et puis je repense au rôle de Mamone. Là, que vous avez... De la môme. Ah, que ouais, Sylvie avait tenu. Et Simone Berthaud, que vous avez merveilleusement interprété. C'est sympa. Ouais. D'accord. Edith Piaf, il y a aussi, alors je vais parler d'un pape qui était juste avant Jean-Paul II, qui est Jean-Paul Ier. D'accord. Le pape aux 33 jours. Je ne sais pas si ouais. Sylvie s'en souvient. Qu'on appelait le pape du sourire. Et alors, il a. Elle il était toute aussi, petite quand même, elle était Sylvie, toute au moment de petite. Jean-Paul Non, mais ça va, Ier. je vois quand même. Et ce pape, j'avais 10 ans, moi, et ça m'a complètement marqué. Et j'ai toujours l'idée, je me dis, peut-être d'adapter. Il avait écrit un livre aussi D'accord. avant son prédécesseur, qui s'appelle Humblement Vôtre, et le livre aussi magnifique. Donc c'est une personne, je me dis, voilà. si- Voilà. Quatrième là-haut, conseil lecture. Voilà. Ah, Sylvie, vous invitez qui, vous, à ce déjeuner? J'inviterai vraisemblablement Joaquin Phoenix, Ah, oui. qui est le meilleur acteur, à mon avis, vivant aujourd'hui. D'accord. Avec Leonardo DiCaprio, certainement. Mais bon, Joaquin Phoenix. Je pense que j'inviterai Elisabeth Badinter.
D'accord. Parce que je sais pas, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Je trouve qu'elle est extrêmement sensée. J'inviterai, il y en a tellement. J'inviterai, je pense, Bachung, Alain Bachung. Voilà, il y en a plein. Il y en a tellement que je sais pas. Je ferai une grosse fête en fait. Une grosse stuff. Bon, alors moi je vous remercie beaucoup, en tout cas pour cette émission, infiniment pour vos conseils de lecture aussi. Je vais en rajouter un évidemment. C'est le métier qui rentre, Sylvie Testu chez Fayard, si vous voulez payer une bonne tranche de rigolade, mais pas que. Hein. C'est quand même aussi une analyse du milieu du cinéma dans ses coulisses qui vaut le détour. On se dit c'est pas possible, elle exagère. Eh ben non. N'exagère pas, c'est bien ça le problème. Vous avez une actualité aussi cinéma qui est assez comment dire, dominante. Danse. Danse. Bah oui, Sylvie. j'ai pas réalisé mon second film, donc Bah j'ai oui. du temps. Vous avez pu tourner, donc 4 films qui vont sortir coup sur coup. On donne les titres rapidement. Papa Was Not a Rolling Stone de Sylvie Ohaillon. Ça va sortir grosso modo en avril. 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi d'Arcadie. Donc ça, on est fin avril. Ça va sortir fin avril. Les 2 autres films 96 heures de Frédéric Schoendorfer et Je m'appelle de Agnès B. Agnès Troublé, pardon. Et après, il y a celui de Audrey Dana. D'accord, ça fait Voilà. 5 en fait. Ah ouais. Ça fait 5 films. Voilà. Ah, voilà. Vous n'allez voir que Sylvie pendant toutes ces prochaines semaines et ce sera avec bonheur. Pierre, on rappelle donc la boutique de l'Orfèvre, hein, que vous mettez en scène à la crypte Saint-Sulpice du 13 mars au 25 avril. Les lectures de Peggy avec Michael Donzal qui vont reprendre avec vous. Voilà, il y en aura à l'Espace Voilà. Bananos en octobre prochain. Puis On peut aller voir sur votre site peut-être ? Oui, tout est sur le site pierrefesquet.com. Voilà. Et puis pour revoir cette émission en podcast, vous allez sur ktotv.com. Évidemment, merci à tous les deux. Bonne continuation dans vos carrières respectives. À très bientôt. Merci.